Donc, nous passons au dernier grand chapitre qui est les aspects thérapeutiques des infections respiratoires aiguës basses communautaires. Et nous allons passer en revue les moyens thérapeutiques, l'indication et, la prise en charge thérapeutique et le traitement préventif. Les moyens thérapeutiques des infections respiratoires aiguës basses communautaires. D'abord, le traitement symptomatique. Souvent, en matière d'infection, on pense antibiotiques et on oublie que il y a parfois besoin de traitement symptomatique. Et en matière d'infection, en matière d'infection respiratoire aiguë basse communautaire, on va traiter par des traitements symptomatiques en fonction de la situation. Si le patient est en détresse respiratoire, enfin, ou bien s'il est en désaturation, ou bien s'il est cyanosé, on prescrit une oxygénothérapie. S'il y a une fièvre très élevée, on prescrit un antipyrétique, mais une règle générale très importante, nota bene, c'est quelque chose de très important. On ne prescrit jamais d'antipyrétique de façon systématique. On leur prescrit les antipyrétiques de façon seulement si la fièvre, de façon ponctuelle, pas de façon systématique et régulière, de façon ponctuelle, seulement si la fièvre est relativement élevée, par exemple au-delà de 39 ou 39,5. Sinon, les antipyrétiques vont masquer les symptômes. Or, la fièvre, c'est un élément majeur d'évaluation de la réponse au traitement. Par exemple, une pneumonie, si je la mets sous antibiotique, en principe, au bout de 24, 48 heures, 72 heures maximum, la fièvre baisse. Et si la fièvre baisse, ça veut dire que l'antibiotique est efficace. Si par contre, moi d'emblée je prescris un antipyrétique, je ne vais pas savoir si mon antibiotique est efficace ou pas. Donc on réserve les antipyrétiques à une fièvre très élevée, au-delà de 39, 39,5, et seulement de façon ponctuelle. En aucun cas, on ne doit prescrire, par exemple, paracétamol 1 gramme fois 3 par jour pendant 6 jours. Ça, c'est prohibé, c'est déconseillé, ce n'est pas faisable. Autre chose, on doit prescrire des fluidifiants et des mucomodificateurs. Ce sont on appelle aussi des expectorants. Souvent, c'est des sirops qui sont prescrits pour fluidifier les sécrétions, pour favoriser l'expectoration. Et ces médicaments sont réservés aux patients qui ont des expectorations qui sont difficiles. Ils ont une toux grasse, mais ils ont des expectorations difficiles. Et dans ce cas, on va les aider à expectorer facilement. Donc, en cas de toux grasse difficile, on va favoriser, on va faciliter les expectorations par les fluidifiants et les mucomodificateurs. Par contre, si un patient qui a une infection respiratoire aiguë basse communautaire et qui a une toux sèche, dans ce cas, on va prescrire ce qu'on appelle des antitussifs, qui sont souvent des sirops aussi, qui sont des sirops antitussifs, c'est-à-dire ils vont inhiber la toux et non pas favoriser la toux. Et bien sûr, on ne va jamais prescrire un antitussif et un fluidifiant en même temps chez le même malade. Soit on prescrit l'un ou l'autre. Et de toutes les façons, si la toux sèche ou grasse, si elle est bien tolérée et qui n'est pas très gênante, ce n'est pas la peine de prescrire ni antitussif ni fluidifiant. Nous avons, après les traitements symptomatiques, nous passons au traitement antibiotique. Et nous avons 3 grandes familles d'antibiotiques, que sont les bêta-lactamines, les macrolides et les quinolones. Ce sont des antibiotiques, ce sont les familles les plus largement prescrites en cas d'infection respiratoire aiguë basse communautaire. Et dans ce cas, quand on dit infection respiratoire, on ne dit pas de bronchite, mais plutôt des pneumonies.
Donc nous avons les bêta-lactamines et l'amoxicilline, c'est un médicament, excellent médicament prescrit qui va traiter particulièrement, qui va cibler le Streptococcus pneumoniae, qui va cibler l'Haemophilus influenzae non sécréteur de bêta-lactamase et qui a une efficacité très faible sur les bacilles gram-négatifs ou autres. Donc, l'intérêt réel de cet antibiotique, c'est surtout le pneumocoque et l'hémophilus non sécréteur de bêta-lactamase. L'amoxicilline acide clavulanique, il a le même spectre que l'amoxicilline, sauf qu'en plus, il va cibler l'hémophilus influenzae et non sécréteur de bêta-lactamase et l'hémophilus sécréteur de bêta-lactamase. Donc, il a un spectre plus intéressant. Et comme vous le savez, l'hémophilus influenzae touche surtout les sujets d'un certain âge, surtout s'ils sont tabagiques. Donc, il faut tenir compte de ça. Et il y a les bêta-lactamines de type céphalosporine de troisième génération, que sont la céfotaxime et la ceftriaxone. Et dans ce cas, ce sont des antibiotiques qui sont par voie injectable. Ce sont des antibiotiques très puissants, utilisés par voie injectable, donc à réserver au milieu hospitalier. Et ils sont intéressants, ils touchent surtout les bacilles gram-négatifs. Donc en général, le ceftriaxone, il est prescrit dans le cadre d'une association de deux antibiotiques à large spectre. Tout simplement parce que les céphalosporines de troisième génération ont une efficacité très faible, voire nulle, concernant le pneumocoque. Nous avons aussi les macrolides, et le chef de file, c'est l'érythromycine, c'est le médicament, l'antibiotique le plus ancien. Il y a aussi la spiramycine, roxythromycine et azithromycine. Donc ce sont des antibiotiques qui ont une activité très faible sur les bacilles gram-négatives, très faible à modéré sur le pneumocoque, mais surtout, ils ont une activité très intéressante concernant les germes intracellulaires, particulièrement le mycoplasme et les légionnelles. Et il y a les quinolones de deuxième et troisième génération. De deuxième génération, c'est la ciprofloxacine et l'ofloxacine. Et il y a les quinolones de troisième génération, c'est la lévofloxacine et surtout la moxifloxacine. Donc, ce sont des antibiotiques qui ont un spectre très intéressant. Ils ont la spécialité des germes intracellulaires comme les macrolides. Mais ils sont encore plus intéressants, ils ciblent aussi les bacilles gram-négatifs. Et surtout, ils ont une activité pour les quinolones de troisième génération, que sont la lévofloxacine et surtout la moxifloxacine, qui ont une activité antipneumococcique. Donc le moxifloxacine particulièrement, c'est un antibiotique à très large spectre, très puissant, et en principe il est réservé aux infections très sévères. Nous passons au chapitre indication et prise en charge thérapeutique. Pour la bronchite aiguë, la règle générale, c'est l'abstention de toute prescription antibiotique. Comme c'est une infection virale, donc il ne faut pas prescrire d'antibiotiques. Et l'antibiotique n'a aucune efficacité prouvée sur les symptômes, sur l'évolution de la maladie et sur la survenue de complications. Par contre, la prescription des antibiotiques au cours des bronchites aiguës est une source d'effets indésirables. Parce que les antibiotiques ne sont pas safe. Trop les prescrire risque d'entraîner des effets indésirables. Par contre, il faut prescrire un traitement symptomatique. Il est nécessaire, enfin, si les symptômes sont très importants, il est nécessaire de prescrire un traitement symptomatique.
Donc, le souci, c'est que souvent, devant la pression des malades, les médecins prescrivent facilement des antibiotiques en matière de bronchite aiguë, alors qu'il n'y a pas de fondement scientifique sur la chose. En matière de bronchite aiguë, on peut quand même prescrire des antibiotiques dans une situation particulière, si la toux est persistante avec l'apparition d'expectoration purulente. C'est ce qu'on appelle la bronchite aiguë suppurée, c'est-à-dire qui s'est surinfectée, et particulièrement si les expectorations datent d'environ de plus d'une semaine. Et dans ce cas, on peut prescrire les macrolides. Pour les pneumonies aiguës communautaires, après les bronchites aiguës, pour les pneumonies aiguës communautaires, il faut savoir que on est devant les règles générales qu'on a déjà dites tout à l'heure, c'est que il y a une absence de corrélation radioclinique et germe. La seule chose intéressante, c'est que, qu'on a tout à l'heure, c'est que si les sujets est jeune, moins de 40 ans, sans comorbidité et dans un contexte épidémique, dans ce cas, on pense aux macrolides, on pense aux germes intracellulaires. Dans ce cas, on peut prescrire des macrolides ou des quinolones, mais plutôt les macrolides. Deuxième règle, c'est que il n'y a pas d'examen permettant un diagnostic bactériologique rapide et fiable. Souvent, on est dans une situation où, même si on demande un examen bactériologique, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que l'examen bactériologique va être négatif dans au moins 50% des cas, voire plus. Troisième règle, c'est qu'il n'y a pas de molécule antibiotique qui permet de couvrir l'ensemble des germes en cause. C'est-à-dire, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un antibiotique qui va cibler et le pneumocoque, et le mycoplasme, et l'hémophilus sécréteur ou non sécréteur de bêta-lactamase. À la rigueur, un petit peu la moxifloxacine, mais en général, on laisse ces antibiotiques à des infections très sévères. Donc finalement, cette antibiothérapie, elle est probabiliste. En matière d'infection respiratoire, on ne fait jamais d'antibiotiques sur une preuve ou de façon exceptionnelle. Donc l'antibiothérapie est probabiliste par rapport à des germes supposés. Donc nous avons, pour les pneumonies aiguës communautaires, nous avons les pneumonies dites non graves, où il n'y a pas de signe de gravité, où il n'y a pas de facteur de risque de mortalité, et ce sont des pneumonies aiguës communautaires qu'on va prendre en charge en ambulatoire, c'est-à-dire des pneumonies aiguës communautaires non hospitalières. Dans ce cas, en général, on ne fait pas de bilan biologique du tout, ça ne sert à rien, ni d'examen bactériologique, il n'y a pas d'indication. De toutes les façons, et l'antibiothérapie, la règle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'antibiothérapie doit toujours couvrir le pneumocoque, et les germes atypiques doivent être pris en compte si inférieurs à 40 ans, sans comorbidité, avec infection des voies aériennes supérieures, si contexte épidémique. Dans ce cas, la prescription est la suivante. Pour les sujets sains, on prescrit soit l'amoxicilline, soit la macrolide en fonction de notre probabilité diagnostique. S'il y a un terrain particulier, par exemple diabétique ou tabagique ou bronchitique chronique, dans ce cas, on prescrit une amoxicilline avec acide clavulanique. La voie d'administration est orale et la durée du traitement est entre 7 et 14 jours. L'évaluation de la réponse, en général, la réponse est
est évalué, les signes généraux vont régresser en 24 à 72 heures, c'est la pyrexie surtout. Les signes cliniques, en général, au bout d'une semaine, on a les expectorations qui sont plus claires, voire qui ont régressé, la toux, s'il y a une douleur, l'examen physique, la même chose. Par contre, pour les signes radiologiques, ils vont régresser en principe entre 3 à 6 semaines, voire plus. Donc, je rappelle encore une autre fois, puisque les signes radiologiques ne régressent pas avant 4 à 6 semaines, dans ce cas, ce n'est pas la peine de faire une radiographie de contrôle après 4 ou 5 jours de traitement. Ça ne sert à rien.